et bienvenue pour ce nouveau numéro de Résistance royaliste, l'émission de notre si belle France en occupation républicaine. Il faut dire qu'elle se déchaîne la République, certains de nos anciens se sentent abandonnés à mourir, les personnels médicaux grognent, une colère froide saisit nos compatriotes. Que nous prépare la République, cette gueuse immonde qui traîne notre pays de charnier en charnier, hier le chemin des dames, aujourd'hui la crise sanitaire? Et oui, il y a des parallèles qu'il faut faire. Entre les commandes de drones et de LBD que nous prépare la gueuse, encore et toujours plus inventive dans la destruction de l'âme de notre pays. L'occupant a parlé, la date fictive du 11 mai a été établie dans la stupéfaction générale. À croire que le leader suprême connaît la date où le virus ne serait plus virulent. Aurait-il des infos que nous ignorons? Même ses ministres n'étaient pas dans la combine, le lendemain ils s'empressaient de corriger le narratif du leader suprême. Bref, nous sommes face à la plus funeste des mascarades. Et cette semaine, je tire mon chapeau à monsieur Asselineau. Eh ouais, c'est pas souvent. Il a déclaré à l'antenne de TV Liberté que monsieur Macron était un criminel, et là, il faut le dire, je suis d'accord avec lui. Mais, mes chers compatriotes, à qui profite le crime? Oui, Bill Gates, c'est toi que je regarde. Alors, français, souviens-toi de ce que tu es, comme le veut la phrase consacrée par Sacre TV. Ce n'est pas le moment de te perdre en de vaines querelles. Prends soin de tes vieux, élève bien tes enfants, car ce sera bientôt le moment de secouer le joug de l'oppresseur. En attendant de savoir de quoi sera fait demain, je vais recevoir en première partie notre Fanny, cette bordelaise passionnée, bien connue des habitués du Discord du Cercle, qui viendra nous parler de Burdiga la presse. Et ensuite, le roi des routiers, notre pangolin préféré, Arsène. Pour m'accompagner, j'aurais dû avoir mon cher Raphaël, notre insolent insulaire, qui n'est pas là, il est malade, alors j'espère qu'il se porte bien. Et en seconde partie, nous aurons Garde Noire, Samilèche et Marianne. Bonsoir à tous, ici le colonel Von Hagen. Alors, bonsoir Fanny. Bonsoir, colonel. Comment te portes-tu, Fanny, en ces heures troubles et sombres? Bah écoute, moi je vais très bien. C'est pas sympa, mais je vais très bien. J'habite la campagne et ce confinement me va très bien. Ah oui, oui. Il n'y a pas d'égalité en ce pays de France. Non, en effet. Alors, tu es à l'instigation de cette aventure qui est Burdiga la presse et tu es là pour nous en parler. Alors, explique-nous comment tout cela a commencé? Alors, Burdiga la presse a commencé en juin dernier par une première réunion au cours de laquelle nous étions huit réunis autour de la table avec l'idée de créer le média qui nous manquait pour parler de la Gironde et de la Nouvelle-Aquitaine, mais pour parler de nous. Et nous étions huit. Il y en avait un qui avait du matériel, caméra, écran vert. Il y en avait un qui avait du financement, un qui avait du réseau, un qui avait des troupes. Enfin voilà. Et on avait tous envie de créer un média. Alors on pensait aux Médias pour tous de Vincent Lapierre, on pensait à Braise Info, on pensait à Languedoc Info, et on s'est dit il manque un média d'information et de réinformation en Gironde. Il faut qu'on y aille. Et donc nous avons créé notre inso et commencé les publications en octobre 2019. Et aujourd'hui, nous sommes deux à faire le boulot sur 8. Ah d'accord, mais attends, tu as perdu de l'effectif. On va peut-être pas s'étendre sur les pertes d'effectifs, mais alors du coup, tu as un peu plus de travail. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est pas s'étendre sur les pertes d'effectifs. Ce qui s'est passé, c'est que quand on commence un projet, quand on mène un projet, c'est extrêmement laborieux, c'est vraiment fastidieux, ça demande du travail, ça demande de pouvoir encaisser l'échec, du travail de fourmi. Et les troupes s'épuisent, et notamment parmi les gens chez nous qui ont envie de faire bénévolement, il y en a beaucoup qui te disent bon, très bien, pars devant, puis si jamais ça marche, je viendrai rajouter mes lauriers sur la fiche, mais pars devant, c'est bon pour toi, moi je verrai plus tard. C'est ça en fait qui s'est passé. Mais pour l'instant, on Ah continue. d'accord. Écoute, voilà, on continue, on grossit. On a sur notre page Facebook presque 1600 abonnés, ce qui est assez sympa. D'accord, c'est Et pas mal, ouais. nos articles arrivent à être lus une centaine de fois, ce que je trouve assez honorable.
et puis, Mmh. parce qu'on a un blog, une page Facebook et une chaîne YouTube. Voilà, et dans l'ensemble, à chaque fois, on gagne de nouveaux abonnés. Bon, bah, c'est plutôt positif. Alors, la ligne éditoriale de Burdiga la Presse, tu la définis comment? Alors nous, nous définissons carrément, nous assumons notre subjectivité. Voilà, nous sommes, un média plutôt de droite, plutôt dans l'opposition. Nous sommes, à titre privé catholique et nous avons envie de parler, de soutenir l'information en Nouvelle-Aquitaine selon notre identité culturelle locale. Et identité culturelle locale, c'est très joli. C'est souvent un mot joli, mais qui appartient, ces termes-là appartiennent à une pensée de droite, on le voit, on le sait. Voilà. Et D'accord. c'est ça notre ligne éditoriale en fait, soutenir l'information selon notre identité culturelle locale. Très bien et comment ça a été alors déjà dans les milieux, enfin qui sont un peu les nôtres, si on les étend un petit peu, c'est comment ça a été accueilli ton initiative? Bah, si tu veux, l'initiative est toujours très bien accueillie. Les gens trouvent ça, trouvent que c'est une bonne idée, trouvent que c'est sympathique, mais dans nos milieux, heu, il y a quand même beaucoup de gens, enfin dans nos milieux, je vais être assez critique, les trentenaires aiment, les lauriers, la gloriole et les lauriers. Moi, je te dirais que les trentenaires, aiment Instagram, des jolies photos où ils sont bien musclés, bien huilés, où ils ont l'air très, très méchants, sous des cagoules et des fumigènes, pour des opérations qui ont lieu de nuit sur des monuments historiques, voilà, des choses comme ça, avec des banderoles très, très agressives. Mais pour ce qui est du travail productif, de la représentation au quotidien, pour ce qui est d'assumer son nom, son visage, sa voix, ses idées et ses positions, pour ce qui est de signer un papier, il y a beaucoup moins de gens. Alors, les gens sont souvent Mmh. contents quand on parle de ce qui les intéresse, de leurs obsessions et voilà. Quand on essaie de chercher de la culture ou de l'intellect ou de l'esthète ou quand on essaie, d'amener une information sans forcément livrer l'analyse, sur le plateau, enfin l'analyse, disruptive, si on veut plaire, sur le plateau, alors là, il y Ouais, a un peu moins de monde. d'accord. Voilà. Les quinquagénaires, ou les gens encore plus vieux, moi mon collègue il a 72 ans, ça fait à peu près 55 ans de militantisme, derrière lui pour la France et ben, ces gens-là, alors apprécient notre travail, mais ils sont un peu moins sur le terrain. Mais eux apprécient, eux y vont. Les jeunes, ouais, ils préfèrent Instagram, je pense. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, le constat que tu ferais, c'est une certaine, déconnexion du réel, c'est ça? Oui, c'est un peu une génération. C'est pas aimable ce que je vais te dire, mais j'ai l'impression que les trentenaires de nos milieux, enfin, d'un peu partout, mais particulièrement de nos milieux, pensent que Facebook et la vraie vie, c'est la même chose en fait. Que la vie virtuelle et D'accord. la vraie vie, c'est la même chose. D'accord, d'accord, je comprends. Et alors, pour parler un petit peu plus du public, on va dire, parce que j'imagine que tu ne fais pas que des interviews de de gens de nos milieux, on va dire. Lorsque tu te présentes, parce qu'on avait déjà eu l'occasion d'en parler, je crois que tu avais, un peu avant les élections municipales, tu avais commencé à interroger des futurs élus. Comment tu es accueilli en général? Comment ça se passe? Alors moi, je suis plutôt bien accueillie parce que, donc pour parler de cette opération, qui avait lieu juste avant les municipales, j'ai voulu interroger les candidats aux municipales de notre, France rurale. Et après tout, je me disais: «On parle tout le temps de l'âme de la France, l'âme de la France». Eh bien, on ne la connaît pas ou on en parle sans la connaître. Autant aller interviewer, bah, ceux qui candidatent au 1er magistrat de leur village, autant aller voir qui ils sont. Et donc ces gens-là, en fait, on leur donne effectivement jamais le micro. On s'intéresse jamais à eux. Et puis, bah, après tout, c'est monsieur, madame, tout le monde, hein. Ce sont des gens comme mes parents, comme mes voisins, des gens de la ruralité. Et donc, j'étais plutôt bien accueillie. Je me présentais bah, par mon nom, je me présentais pour Burdig à la presse. Je leur disais que j'avais créé une interview unique et ludique qui ne ferait l'objet d'aucun montage et que je voulais leur proposer et que mon intérêt, c'était de soutenir l'information selon notre identité culturelle locale. Alors là, ce sont quand même des mots qui parlent
aux futurs élus, aux candidats. Et alors, ça s'est toujours très bien passé, sauf lorsque je tombais sur des villes de 1 millier d'habitants à peu près. Quand on arrive à 1 millier d'habitants, le maire est en costard-cravate. Le maire, généralement, travaille sur Bordeaux. Il est assez D'accord. facilement fonctionnaire. Et généralement, ce maire-là a déjà une idée de politique politicienne. Et donc, c'est les seules personnes avec qui j'ai pu avoir des problèmes. Et alors là, c'est très rigolo. Il y en a un, parce que je vais aller jusqu'au fond je vais vous montrer les problèmes jusqu'au bout. Vas-y, Il vas-y. y en a un qui habite le village dans lequel j'ai fait toute mon école primaire, donc on ne peut pas dire que j'y sois étrangère. Alors lui, carrément, maintenant, il parle de moi dans mon dos auprès des autres maires en expliquant que que j'appartiens au FN, pour dire la vieille école, au FN et que mon journal est financé par le FN. Et Ah! Bah, c'est bien ça, tu dois mais rouler sur l'or. je roule sur l'or, mais en plus, ce qu'il y a d'hyper drôle, si tu veux, c'est que si je le sais, c'est que des mères m'ont téléphoné pour me dire: «Fanny, on m'a dit que». J'aurais dit: «Ce on, je crois que je connais son nom, je vais vous dire, c'est monsieur untel». Ils me disent: «Oui, il paraît que tu travailles pour le FN». J'aurais dit: «Bah, premièrement, merci de me prévenir. Deuxièmement, non, c'est faux. Et troisièmement, je ne vais pas profiter du confinement pour me lâcher sur ce monsieur. J'attends de le croiser à la moindre occasion, dès que Bien nous sûr. pourrons ressortir, et j'irai le voir très, très cordialement, mais lui dire que la diffamation, enfin, s'il s'amuse autant à la politique, alors qu'il prenne aussi conscience de la diffamation et de la calomnie, parce qu'il faut jouer à ça». Ouais, ouais, c'est alors est-ce que, bah, puisqu'on parle de cela, est-ce que tu penses que, alors le fait que ce soit des villes de plus d'un millier d'habitants, c'est parce que tout simplement, les enjeux sont plus grands, donc les partis vont placer, leurs gens à eux? C'est ça en fait qu'il faut comprendre? Alors, il y a de ça. Il y a de ça, c'est vrai. Alors, tu sais, il va y avoir les communautés de communes enfin, les communautés de communes commencent à, comment dire, transformer le visage de notre ruralité, puisque les agglomérations deviennent de plus en plus grosses. Donc oui, il y a du placement. Mais il y a du placement, il y a aussi de l'enjeu, et puis il y a, de toute façon, le maire est un personnage dans son village. Quel que soit le village, monsieur le maire, madame le maire, c'est quelqu'un. Et donc, c'est vrai que quand tu commences à administrer un peu plus de 1000 personnes, eh bien, tu es quelqu'un. Et ça, on ne peut pas le nier, on ne peut pas leur dénier. Mmh. Et peut-être que, effectivement, les enjeux de pouvoir ou de puissance commencent, commencent dès ce poste aussi. Tu vois. Voilà. D'accord. Donc, oui, il y a un peu cette course au prestige, au titre et cetera. Oui. Et du coup, alors, bon, l'actualité là de Burdigala, depuis qu'on est en quarantaine, ça serait plutôt quoi? Qu'est-ce que vous faites? Puisque tu ne peux plus sortir pour aller interroger les gens? Oui, alors moi, je peux plus sortir. Moi, personnellement, ce que j'aime, c'est interviewer des gens. Mon comparse, Alain, lui, il aime écrire. Bon, alors moi, j'essaie d'interviewer des gens, et donc du coup, comme j'ai aussi beaucoup été sur les gilets jaunes et les gens qui restent en première ligne pendant le confinement et le Covid, c'est un peu les gens qui étaient aux gilets jaunes, hein, c'est les caissières, les aides-soignantes, enfin tous ces gens-là. J'essaie j'ai essayé d'interviewer par téléphone des acteurs du confinement et des acteurs du Covid, pour savoir comment ils vivaient le Covid et le confinement, encore une fois, chez nous, en ruralité. Et alors, ce qui est très impressionnant, c'est des numéros de téléphone que j'ai, soit parce qu'on s'est rencontrés physiquement sur les Gilets jaunes, soit parce que quelqu'un m'a donné le numéro de téléphone privé de tel médecin, telle infirmière, tel policiers, D'accord. gardiens de prison, tout ça. Et donc, il y a un contact. Et donc, j'appelle ces gens, je laisse un message, je me présente. Et alors, c'est très impressionnant, on ne me répond pas. Et quand j'insiste en disant, bon, la moindre des choses aurait quand même été de me dire la raison pour laquelle vous ne voulez pas me répondre, les gens me disent, oui, oui, j'ai besoin d'un petit peu de temps, je réfléchis encore avant de te parler. Et donc ça, c'est D'accord. l'actualité de Burdigala Presse, si tu veux, maintenant, c'est que je ne suis pas un grand média, ça c'est certain, mais même, Ouais, ouais. mais alors même que je propose un micro, je propose une tribune, que je propose à ces gens de dire ce qu'ils ont à dire, alors quelque chose les en empêche. Ça n'est pas forcément ma réputation. Je pense que ça n'est pas que la réputation du média.
Ouais, Je ouais. pense qu'il y a quelque chose d'un peu plus gros, voilà, qui mérite d'être encore un peu interrogé. Ça tombe bien, le confinement, durant, je pense que je vais pouvoir, continuer de cogiter sur le sujet. Voilà. D'accord. D'accord, donc en gros, une réticence, à répondre à des médias alternatifs, c'est, selon toi, ça serait quoi? C'est de la peur? C'est pas de la timidité? Je pense pas. C'est on veut C'est, pas se mettre les gens ne veulent pas se mettre sur le devant de la scène, même si c'est anonyme? oui, je pense qu'ils veulent pas se mettre sur le devant de la scène, même si c'est anonyme et je pense que même s'ils voulaient râler, alors ils préféreraient le faire auprès d'un grand média, c'est rassurant. Il y a quelque chose de très intéressant, voilà, il y a cette peur, alors en revanche, non, j'ai quand même réussi à réaliser au moins 2 interviews. Il y a au moins un maire qui a accepté et puis un médecin généraliste. Donc on va Mmh, juste repasser les choses, voilà, qui ont accepté de me parler de leur vie, durant le confinement et le covid. Voilà. d'accord. Alors, bon, a avant que nous concluions, pardon, avant la conclusion, est-ce que, par exemple, si quelqu'un dans une région, dans une de nos de belles provinces de France, hein, décidément ce soir, moi, si quelqu'un voulait faire la même chose que toi, quels seraient tes conseils? Qu'est-ce que tu leur dirais? Si quelqu'un voulait faire la même chose, eh bien, je crois que le déjà il faut être une équipe, ça c'est vrai. Il faut être une équipe au départ avec des gens qui savent par exemple, constituer une association auprès, de la préfecture. C'est 3 fois rien, mais il y a de l'administratif, qu'il faut prendre en charge. Il faut un tout D'accord. petit peu de financement quand même. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable d'aligner, alors pas des 1000 et des 100, mais quelques centaines d'euros pour commencer. Ça, c'est sûr qu'il faut du financement. Et puis, il faut une équipe en capacité de gérer tout le net, un site internet, il faut un webmaster, il faut des compétences matérielles, donc caméra, micro, logiciel d'enregistrement, de montage. Il faut une connexion aussi pour pouvoir bien diffuser. Il faut une Mmh. bonne connexion internet, ça, voilà. Et puis, Ouais. il faut s'entourer, voilà, il ne faut pas hésiter à s'entourer de gens qui ont de l'expérience, même s'ils ne sont pas forcément dans nos idées. Il faut travailler. Voilà, il faut travailler son interview, son papier, sa démarche, la manière de se présenter. Il faut travailler sa ligne éditoriale. Voilà, c'est harassant, c'est fastidieux, c'est minutieux, c'est harassant, et petit à petit, un jour, ça paye. D'accord, très bien. Bah, écoute, Fanny, je te remercie d'être venue nous présenter, Burdi la Presse. Alors vous l'aurez compris, chers auditeurs, il faut rajouter à tout ce qu'a dit Fanny, une espèce de flamme dévorante qui fait qu'on a suffisamment d'énergie pour faire ce genre de choses, et vous avez compris que Fanny, elle l'avait. Hem, je vais, bah, tu peux rester avec nous, hein. Je vais, heu, je vais vous présenter le roi des routiers. Alors, Alors le attends, je roi voulais des routiers, vraiment te remercier quand même avant, colonel. pas de problème, Merci beaucoup pour cette conversation il et y a cette pas de problème. discussion et bonne émission. Je reste pas loin. Merci à toi. Alors le roi des routiers, est-ce que parce qu'on est en train de faire une première, messieurs, dames, heu, grognards, grogneuses, comme dit Alexandre. Eh bien, nous allons, interroger un routier, mais un routier en activité. Est-ce que tu nous Salut. entends, Arsène? Ouais, est-ce qu'on m'entend? Ah oui, Vous on t'entend. m'entendez? Bah, pour une fois, on n'entend pas ton beau camion derrière toi. Pas trop? Ouais, ben là, Non, non? je suis presque à l'arrêt là, je vais pouvoir m'arrêter bientôt là. Là, je D'accord. m'arrête. Alors vous l'aurez compris, alors c'est pas des effets spéciaux, hein. Arsène est vraiment dans un gros camion. C'est quoi ton camion, Arsène? C'est un semi-remorque, semble. Ouais, la marque? Un DAF. Un DAF. Alors, hem, tu es en quarantaine, mais tu es en activité et en fait, on pourrait dire que tu exerces, une des fonctions les plus précieuses pour nous qui sommes assignés à résidence, puisque tu Il ravitailles, paraît. tu ravitailles le pays. Comment ressens-tu cette lourde responsabilité, mon cher Arsène? Ah, bah, pour moi, je ressens pas plus d'honneur à ravitailler que quelqu'un d'autre, puisqu'en réalité, les denrées que je ravitaille, alors
crois qu'en France c'est un produit essentiel puisque je transporte essentiellement du vin. Ah bah oui, voyons. Donc bon, certes c'est essentiel, mais je crois qu'il y a des collègues qui doivent transporter des produits alimentaires ou médicaux qui doivent être plus importants. Il doit avoir, Je préfère il doit rester. avoir un peu plus la pression, quoi. Ouais, voilà. Enfin... Ah oui, sont un peu plus méritants à mon goût. Alors, ce soir, je voulais que tu viennes nous rejoindre sur Résistance Royaliste parce que alors, tu es un routier et c'est vrai que tu fais partie de ces professions qui, lorsque elles frappent du poing sur la table, secouent un peu le gouvernement. Est-ce que tu es d'accord avec moi déjà? Alors, il paraît, je crois que ça l'a été. Je crois que ça l'a été quand je n'étais pas encore en activité. Mais D'accord. je crois que depuis une quinzaine d'années, depuis même avant ça, depuis 95 peut-être, depuis les grèves Juppé, je crois que depuis ce jour-là, les routiers ont été un peu mis au pas. Enfin, en tout cas, les syndicats de routiers. Il y a eu la menace de retrait de permis, tout ça. Les grèves de routiers sont pour moi du cinéma plus que de réelles actions qui permettent d'obtenir D'accord. les vrais. Aujourd'hui, Ok. quand je vois des grèves, c'est généralement les artisans plus que les salariés qui manifestent. Et généralement, tout est négocié avec les syndicats. D'accord. Rien de bien folichon. Ça voudrait dire que, euh, comme par le passé, donc les syndicats de routiers n'ont plus cette capacité à bloquer le pays comme ça avait été le cas par exemple en 68, etc. Mais alors Ah du si, coup, vous avez si, quand si, même ils encore l'ont. cette Ah, capacité? bah, en fait, les syndicats n'ont pas vocation à bloquer le pays. Ils ont vocation à débloquer le pays. C'est-à-dire que les routiers ont la vocation de bloquer le pays. Les syndicats sont là pour leur dire bon allez les gars, faut reprendre le travail parce que là vous commencez vraiment à être gênant. Donc, moi c'est dans ce C'est-à-dire que, sens-là que je l'entends. ouais, je comprends. Alors ça veut dire que, peut-être que pour certains c'est une légende, j'en sais rien, mais alors ça veut dire, que lorsqu'on dit qu'un syndicat est complètement à la botte du patronat, comme on va me traiter de gauchiste si je parle comme ça, mais en gros, les syndicats de routiers vont main dans la main avec l'État finalement. Il y a plus de négo. Oui, oui, c'est un peu, on le voit partout. Il y a la base et il y a ceux qui sont à la direction et au niveau national, c'est comme on voit Martinez aujourd'hui pour la CGT, pour ne parler que de lui, mais je veux dire, pareil, à mon sens, c'est partout pareil. La D'accord. base grogne, au bout de les petits militants du quotidien peuvent eux être sincères, voire même un peu au-dessus, mais ensuite, bon, ça doit gérer entre le haut et le bas, et ça fait des compromis, ça fait des compromissions, et ça négocie sur des cacahuètes, et puis bon, comme avec les gilets jaunes, on aurait pu être une force peu substantielle pour faire avancer les choses. Les syndicats ont négocié des virgules, pour ne pas dire si. Ah, je crois qu'ils ont obtenu ce qu'on avait déjà en fait. Oui, parce que ça c'était ma question suivante. Tu m'as devancé. Parce qu'effectivement, moi je comptais un peu au début des gilets jaunes sur les camionneurs. Je me suis dit, tiens, en plus mon grand-père l'était, donc j'ai de l'affection pour cette profession. Mais il s'est rien passé. Ça m'a surpris. Alors peut-être que j'étais peut-être un peu trop ingénu, je sais pas. Est-ce que ça t'a surpris toi? Ou alors tu me dis qu'ils vous ont négocié quelque chose que vous avez déjà eu, c'est-à-dire? Alors moi ils m'ont mis en colère parce que moi aussi j'attendais ça et Ouais. j'ai été surpris, un peu surpris, mais pas tant que ça parce que bon, je le voyais comme je te l'expliquais avant, je le voyais déjà venir. Je crois que c'est sur par rapport à la loi travail qui avait été votée avant, Connery, je crois que c'est sur les heures supplémentaires, où en fait, je crois qu'on avait eu déjà des aménagements sur parce que les heures supplémentaires baissent pour tout le monde, sauf pour ceux qui savent grogner fort, comme la police ou les routiers. Ouais.
Et, et donc, je crois qu'on a obtenu un prolongement de cette baisse. Enfin, un truc que je voudrais pas dire des bêtises, donc c'est à mettre entre guillemets, mais Enfin, ça n'a pas voilà. l'air d'être très, ça a pas l'air d'être très significatif, puisque même Voilà, toi. donc, Et bon, bah, d'accord. Et alors du coup, dans ta profession là, comment s'est vécu toute cette affaire de quarantaine et cetera? Parce que vous avez l'air d'être finalement assez déconnecté du reste de la population, puisque la population est en quarantaine, mais vous devez travailler. Comment c'est vécu? oui. Alors je connais pas tout ce qui se passe dans l'activité puisque c'est très très varié. Non, bien sûr. Mais par exemple, je regardais certains forums sur Facebook, etc. Ça, ça rigole, ça parle de tout et de rien comme, enfin, ça parle comme d'habitude. Rien n'a changé, aucun truc d'alarmiste. Ça râle un petit peu sur, à la marge, ça râle sur des fois des clients qui donnent pas accès aux douches ou aux toilettes. Euh, Ça peut arriver, ça arrivait un peu plus avec le Covid là. Mais sinon, il n'y a pas, y a pas de l'alarmisme. Euh, pas, ça raloche comme un bon français. Voilà. D'accord. On est plutôt content On est qu'il y ait on moins est de voitures sur la route. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors finalement, cette quarantaine, pour vous, c'est un cirque, quoi, finalement. Euh, Si tu veux dire. Bah, ça ne ça n'a pas plus d'impact, enfin, à part le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de voitures, sur les routes, donc du coup, forcément ton travail est peut-être un peu plus tranquille, mais finalement Bah il se alors, passe rien pour vous. ben, en fait, le transport relie toutes les autres entreprises, tout le marché économique. Donc, en fait, ça dépend de ton client si son activité continue ou si elle s'arrête. Le transport, depuis le Covid, il a un peu, enfin, le transport est flexible, il mute, mais donc il s'est adapté. Il n'y a pas trop, ça Mais dépend de ton client. toi Oui. toi dans le vin, t'as pas eu de baisse d'activité finalement? Pas trop. Ben, mon client, qui est une base logistique, qui travaille pour les négoces de vin, tout ce qui tourne, tous Ouais. les gros clients du vin, lui, il a vu son effectif diminuer de moitié, mais pour autant, son activité ne s'est pas arrêtée. Il s'est adapté. Au D'accord. début, il y a eu des couacs, ils ont dû mettre des commandes de côté et les remettre un peu plus tard. Puis petit à petit, on m'a dit que dernièrement, ben, les volumes se sont adaptés un peu au nombre d'effectifs et D'accord. ils seraient même plus productifs. Et si Ah, tu veux, en cette période de l'année, normalement, le client il fait une petite vingtaine de camions par jour, alors qu'en temps normal, il devrait faire un petit peu plus de 20 par jour en palette. ouais, donc Donc ça ça joue ça à a 5-6 beaucoup camions. bougé. Non, non. D'accord. Par contre, tu as le fret, qui est une autre branche d'activité de mon employeur. Elle, par Ouais. contre, a été un peu plus impactée parce que c'est beaucoup plus flexible. C'est des gros colis comme à la poste, Mmh. sauf que c'est du fret. Et donc Ouais. là, c'est beaucoup plus fluctuant. Tu as d'autres entreprises qui ferment, qui n'ouvrent plus. Mais bon, il y a une petite adaptation. Sur les routes, je vois, il ne semble pas voir moins de camions. Il y en a un peu moins, un peu moins d'étrangers. Enfin, il y a Oui, beaucoup on moins est d'étrangers. c'est pas l'apocalypse, quoi. Non, non. Les bases frigo et bases alimentaires, je vois à peu près toujours autant de camions. D'accord. Et alors, toi, tu es, c'est important de connaître, ton avis. Tu es un travailleur, tu es sur le terrain. Quelle est ta vision, toi, de ces événements? Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on est dans la république de l'entre-deux, du deux poids, deux Ouais. mesures. Certains Mmh. travaillent, d'autres non. Certains sont fragiles, d'autres le sont pas. Certains peuvent aller bosser. Certains peuvent aller, les enfants peuvent retourner à l'école, mais certains sont indemnisés, d'autres un peu, d'autres pas du tout. D'autres devraient l'être, mais ne le sont pas. Enfin, Ah on bah, a des sons de pourtant, cloche de partout. nous sommes pourtant en République, c'est l'égalité. Comment ça se fait, Arsène? Ouais, ouais, c'est l'égalité sur le papier, quoi.
C'est le deux poids, deux mesures éternel. Supportable. Et est-ce que, alors, du coup, si je comprends bien, le travailleur que tu es n'est pas content. Et est-ce que le français que tu es n'est pas content? Alors le travailleur que je suis est plutôt content parce que l'activité pour moi, moi, comme je t'ai dit, le Covid-19, moi je travaille la nuit, donc Ah oui, en il y a, plus. il y a encore moins de voitures. Les clients, vu qu'ils ont moins de travail, ils ont vite chargé, donc je peux partir plus tôt. Enfin, je suis beaucoup plus libre dans mon temps de travail. Donc au niveau du travail, je suis plutôt bien. C'est plutôt Après confortable. D'accord. ouais, voilà. Après le français que je suis, comme tout le monde, je dois faire des papiers pour un oui ou pour un non dès que je dois aller faire des courses, voilà, comme tout le monde. Mmh. Ce qui m'énerve, si j'avais su un jour que je devrais faire un papier pour avoir le droit de sortir chez moi, une Ah permission bah attends, pour... c'est encore mieux. Tu t'autorises à sortir de chez toi, Ouais, c'est pas voilà, oui, pareil. je voulais dire. Euh, c'est énervant pour un virus qui a été mal géré depuis le début, et que c'est parce qu'il a été mal géré que on doit le gérer, et il est géré n'importe comment. D'accord. Parce que quand on est en France, c'est pas non plus n'importe quel pays, que ce soit au point de vue économique, au point de vue médical, au point de vue matériel et capacité. Et ça, c'est énervant. D'accord. Très bien. Écoute, Arsène, je te remercie d'avoir pris un petit peu de temps Mais merci à pour toi. répondre à nos questions, mais c'est avec grand plaisir. Tu reviens quand tu veux nous voir. Bonne route à toi, bon courage, Dieu te garde. Également, je te remercie et bonne soirée à toi. Merci. Alors, nous allons donc passer à la deuxième partie de Résistance royaliste. Je vous rappelle, parce que je ne les vois pas passer toutes, de bien vouloir nous envoyer vos questions dans les commentaires, de ne pas hésiter à nous soumettre également des propositions de chroniques ou n'hésitez pas à nous questionner et ce sera avec grand plaisir que nous y répondrons. Et donc, je vous laisse en musique en attendant la seconde partie. À tout de suite. Ô vous princes des anges, la milice céleste, Saint-Michel l'archange, défendez-nous dans les combats. Saint-Michel l'archange, gardez nos âmes sous ses mains. Et bienvenue dans cette deuxième partie de Résistance royaliste où nous allons écouter les chroniques d'éminents membres de notre Discord du Cercle Richelieu. Alors, vous allez voir que on a essayé de vous préparer quelque chose qui vous sorte un petit peu de cette quarantaine. Alors, vous savez que j'aime pas le mot confinement, hein. Moi, je dis la quarantaine parce que c'est une quarantaine et en plus de cela, on nous l'impose. Bref. Eh bien, en premier, je vais recevoir Garde Noir, qui porte bien son nom, c'est un Garde Noir. Bonsoir Garde Noir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ah bah ça va, en confinement, enfin en quarantaine, comme tout le monde, on fait avec, hein, et d'ailleurs on peut pas faire autrement. C'est aussi une chose que je vais aborder dans ma chronique. Voilà. Alors, tu vas nous parler de l'imaginaire de la catastrophe dans la société japonaise, Tout à fait. c'est ça? Tout à fait. Aujourd'hui, c'est quelque chose où on peut trouver des résonances avec ce qu'on vit actuellement. C'est un exemple qui est très éloigné de nous, mais je trouvais ça intéressant de voir comment ce pays qui est traversé de nombreuses crises en a développé un imaginaire, une mythologie qui est encore très présente aujourd'hui et qui continue à se développer. Eh bien, très bien, nous t'écoutons, Garde Noir. Alors, l'hindouisme considère que nous sommes aujourd'hui entrés, et ce depuis plusieurs millénaires, dans la période du Kali Yuga, le dernier des 4 âges formant le cycle de l'humanité actuelle. Passé dans le bouddhisme, cette légende est appuyée par la considération de l'entrée de l'humanité dans un âge sombre, celui des 5 dégradations ou corruption ou
plus exactement le terme le plus propice serait oxydation, s'accompagnant d'une déchéance de tous les aspects de l'humanité, au moment où la vie humaine a été de moins de 100 ans. À sa manière, le Japon a réactualisé ses considérations, tant par son héritage bouddhique que par sa propre tradition, le Shinto, ainsi que par son histoire ancienne et contemporaine. Des tremblements de terre remontant à la haute antiquité au bombardement atomique des villes d'Hiroshima et de Nagasaki en août 1945, ou encore du récent incident de la centrale de Fukushima Daiichi au Japon, le Japon a, au cours de son histoire, connu tout un tas de catastrophes, de traumatismes et de bouleversements qui ont profondément impacté l'imaginaire artistique et culturel contemporain de sa société. Naquit ainsi une véritable interpénétration historique et culturelle de la question de la catastrophe, phénomène que l'on peut résumer sous le nom d'un imaginaire de la catastrophe, mais qui existait déjà avant les explosions atomiques et qui fut réactualisé par celle-ci, ainsi que la récente catastrophe nucléaire de la centrale de Fukushima. La génération qui a connu la guerre, ou qui a suivi cette guerre, fut nommée celle des enfants de la bombe, et on parlait d'un véritable traumatisme de la bombe, d'où naquirent des œuvres, des réflexions, et tout un héritage qui continue encore aujourd'hui, et qui a véritablement modelé une problématique culturelle japonaise contemporaine. Il est intéressant de noter que cette considération ne se limite pas à la question sanitaire, scientifique ou technologique, mais que ce questionnement qui est né de tout ça, de cet héritage culturel finalement, explore aussi des considérations politiques, sociétales, religieuses, collectives, personnelles, provoquées par ce qu'on peut appeler la catastrophe. Dans toutes ces œuvres qui sont nées de tout ça, l'idée est la même, un cataclysme déclenché par l'humanité ou par son activité, et que son activité l'amène à subir, qui est malgré tout inéluctable. L'inéluctabilité de ces considérations est aussi au cœur de la mentalité japonaise contemporaine. Un cataclysme qui bouleverse un monde, qui le force à changer ou à disparaître, et qui fait naître une réflexion, tant poétique qu'intellectuelle, sur le désordre dans toutes ses manifestations, physiques comme spirituelles. Nous avons au Japon, dans les temps anciens, deux traditions qui, je me permets de le voir sous un aspect poétique, ont formé deux vues du monde. Donc il y a le bouddhisme, qui est passé de la Chine et de la Corée au Japon, qui a cet imaginaire, on va dire, de la souffrance. L'humanité sur cette terre vit dans un monde de souffrance et doit échapper à cette souffrance par le spirituel. Et donc il y a cette vision, on va dire, d'une inéluctabilité de la souffrance dans la vie et de l'humanité qui subit comme un enfer sur la terre d'une certaine manière. Et d'un autre côté, on a le shintoïsme qui considère un monde, un homme qui vit dans un monde où il côtoie la nature qui est la partie, on va dire, visible du divin, et qui amène sur la Terre des catastrophes qui sont les résultantes d'esprits, de créatures magiques, de créatures mythologiques qui finalement font subir aux hommes des catastrophes par leur propre activité, et l'homme doit composer avec tout ça. Alors, ces anciennes considérations étaient déjà en lien avec des catastrophes, puisque le Japon, au cours de son histoire, a connu de nombreux tremblements de terre, des incendies, des tsunamis, des guerres, et à chaque fois, ces choses-là étaient liées à un imaginaire artistique, puisqu'effectivement, on avait Hokusai qui, pendant la période d'Edo, a réalisé des estampes, notamment La Vague, qui est un travail très très connu, qui est d'ailleurs Hokusai, qui est d'ailleurs un peu considéré comme l'ancêtre des mangaka, des réalisateurs de manga. Et on avait aussi, par exemple, un autre exemple, les invasions mongoles au Japon, qui ont été repoussées, certes par la bravoure des Japonais, mais également par plusieurs typhons, qui ont été appelés les kamikazes, le vent divin, et qui a permis par la suite à l'Empire du Japon de réutiliser ce mythe du kamikaze pour nommer ces aviateurs qui se donnaient la mort en jetant leurs avions
remplis d'explosifs sur les navires américains. Et finalement, on a cette connexion entre le passé et le présent. Lorsque le Japon s'est ouvert au monde et a commencé à se moderniser, il y a eu tout un tas de catastrophes écologiques et industrielles qui ont nourri la pensée d'auteurs japonais qui se sont repenchés sur des classiques bouddhiques, sur des classiques shintoïstes, et qui ont développé des imaginaires, on va dire, parfois écologistes, et des réflexions politiques issues du passé. Le cataclysme de la bombe, qui a finalement achevé la Seconde Guerre mondiale pour le Japon, mais pour le monde entier, a profondément marqué la société japonaise, qui a développé tout un imaginaire dont je parlais plus tôt, qui est ce traumatisme de la bombe, et qui a donné naissance à tout un courant littéraire, artistique. Les premiers dessins animés, notamment de science-fiction, étaient grandement influencés par cet esprit, et on peut y voir la résurgence de cet ancien esprit avec tout ce que j'ai abordé précédemment, mais également ce traumatisme de la bombe. Et aujourd'hui, eh bien, il y a une dizaine d'années, ce phénomène a été réactualisé par la catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi, de la centrale de Fukushima Daiichi, et a reconduit ces questionnements. Bien qu'au Japon, on sépare, c'est ce qui explique d'ailleurs la présence de centrales nucléaires dans des villes qui avaient été frappées par la bombe, on sépare strictement la question du nucléaire militaire et la question de l'énergie atomique, l'énergie par les centrales, mais ça a apporté également ce questionnement. Et aujourd'hui, on trouve dans l'art, dans les dessins animés, toute une problématique, notamment dans le cyberpunk, avec des œuvres comme Ghost in the Shell. Il n'est pas rare aussi qu'on ait la vision, on va dire, de la ville de Tokyo, du Japon tout entier, ou même du monde, détruit par une catastrophe dans les œuvres contemporaines japonaises. Et c'est tout un héritage qui vient de cette considération qui n'existe pas seulement d'ailleurs dans la culture populaire, mais qu'on retrouve dans des fêtes, comme la fête du Hanami par exemple, qui est une célébration qui est aujourd'hui impossible à cause du coronavirus, mais qui consiste à pique-niquer sous les cerisiers en fleurs, en famille. Ça pourrait paraître assez léger, on va dire, mais en réalité, on se rend compte qu'il y a derrière tout ce questionnement japonais sur l'aspect éphémère de la vie, le fait de partager un moment avec sa famille, avec ses amis, sous les fleurs les sakura, les fleurs de cerisier qui ne fleurissent que 2 semaines ou 3 semaines par an. Et donc il y a cette idée de profiter de l'instant présent. Beaucoup de proverbes japonais abordent cette question de l'inéluctable en disant nous n'y pouvons rien. Et cette impuissance de l'homme face aux éléments, face à la catastrophe, est transformée en une acceptation qui n'est pas une passivité, mais qui est plutôt le fait de composer avec ces choses-là. La vie continue. Et on ne doit pas arrêter de vivre parce que la fin est proche. Au contraire, c'est parce que la fin est proche que nous devons dévorer la vie et profiter de l'instant présent. Et c'est ce que les Japonais essayent de faire paraître dans leur mythologie contemporaine. Voilà, c'est finalement pour les Japonais la continuité, le fait de transmettre, le fait de continuer à vivre est véritablement ce qui permet aux choses de continuer et véritablement à l'esprit de survivre dans ce caractère changeant et catastrophique que nous traversons. Voilà. Merci Garde Noir. Au regard de ce que tu viens de nous dire, t'es-tu amusé à faire un parallèle, alors j'imagine que tu as dû le faire, entre cet état d'esprit japonais que tu viens de décrire et ce que nous vivons? Bien sûr. Bien sûr, ça a d'ailleurs été motivé en partie. C'était un travail que j'avais déjà fait avant, mais c'est vraiment d'actualité aujourd'hui. Alors quel est ton regard là-dessus? Eh bien, je pense qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler, qu'il y a des choses qui arrivent, qui sont amenées à arriver, et que la meilleure... Bon, après, c'est peut-être ma pratique des arts martiaux qui m'a amené à penser ça, mais que la meilleure chose à faire est de rester imperturbable dans ces éléments et de continuer sur sa voie, malgré toutes les difficultés, et de profiter surtout, de profiter de l'instant présent.
c'est de profiter de ses proches, de profiter de ce qu'on a et de ne pas attendre le lendemain pour être heureux. Voilà. D'accord. Alors, c'est vrai que je m'étais toujours posé cette question parce que j'en ai pas vu des centaines, mais Évangélion, Ouais, comment ça s'appelle? Il y a aussi Appleseed qui reprend ce thème-là. tout à fait. Alors, tu as cité Ghost, il y a Pat Labor que j'aime beaucoup, le premier. Ça reprend un peu, en Pat Labor, c'est un peu différent. C'est quelqu'un en fait qui décide, hein, si c'est le programmeur, je crois, qui décide de balancer un code source pour faire une sorte de reset. Alors en fait, je Il y a pensais que c'était plusieurs juste phases. des- mais c'est des licences artistiques ou c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans leur culture profondément, Ah bah vraiment il y a tout un courant, hein. C'est-à-dire que on peut remonter très loin et évidemment il y a aussi les questionnements du moment qui se greffent là-dedans, mais on trouve vraiment ça dans toutes les œuvres, on va dire, de science-fiction. On a ce qu'on peut appeler l'avant avec le cyberpunk, on a Ghost in the Shell qui représente voilà, l'avant, un sentiment pré-apocalyptique, la tension permanente d'un monde en décomposition intellectuelle, spirituelle. On a la catastrophe en elle-même, nombre de... Il y a des dessins animés, mais il y a aussi des mangas, il y a des œuvres de littérature, il y a des œuvres d'art plus conventionnelles, on va dire. On a vraiment cette idée de la catastrophe en elle-même, hein. On a l'après aussi. On a l'après avec un nouveau monde. Moi, si j'en ai deux à donner, je pense au film de Miyazaki, Nausicaa de la vallée du vent, qui représente vraiment un monde après. Et on a aussi la catastrophe dans ce monde-là. On a un animé qui s'appelle Shinsekai Yori. Si je ne me trompe pas, ça veut dire à travers le nouveau monde ou dans le nouveau monde, où on a une société post-apocalyptique dans un nouveau monde. Un monde renouvelé, on va dire. Alors, bon là, enfin, ce sont des œuvres artistiques, mais Oui. est-ce que le japonais, alors tu nous parlais de cette fête familiale là, sous les cerisiers en fleurs, Ouais, mais son quotidien au japonais, il est imprégné de ça ou bon? tout à fait. Alors, il n'est pas imprégné de la catastrophe, de l'épique, etc. Mais Non. le quotidien du japonais, effectivement, c'est un peu compliqué de parler du quotidien du japonais, mais c'est sûr que dans la société japonaise, on a vraiment des conceptions qui sont... Déjà, par exemple, bon, évidemment, il y a toutes ces fêtes, mais il y a aussi l'aspect que l'individu souffre, que tout le monde souffre en fait, et que la souffrance est le lot de la vie. Comme j'ai dit, il y a plein de proverbes japonais qui disent des choses du genre on n'y peut rien, c'est comme ça, il faut continuer à avancer. Le fait de se plaindre au Japon, le fait de se lamenter sur son sort est très mal vu, parce que on va dire que l'héroïsme quotidien du japonais, c'est effectivement de transcender la souffrance et les difficultés personnelles et de continuer à aller de l'avant sans jamais perdre espoir finalement, sans jamais se plaindre. Alors du coup, un japonais, il est résilient ou il est résigné? Il a un peu des deux, je dirais. Il a un peu des deux, mais il est très résilient, ça c'est sûr. Après, ça a son lot de problèmes, puisqu'effectivement, il y a énormément de suicides dans la société japonaise qui sont dus, selon moi, vraiment à ça, ce choc. De toute façon, la société japonaise est vraiment... et ça commence selon moi avec le double aspect bouddhique Shinto, a vraiment deux aspects. Enfin, de toute façon, c'est très synthétisé avec le côté intérieur et extérieur qui est partout. C'est ce qu'on appelle le honne et le tatemae, c'est-à-dire le public et le privé. Il y a tout le temps deux aspects des choses qu'on peut résumer en intérieur-extérieur. Et donc oui, il y a un aspect grandiose, merveilleux, il y a un aspect terrible, affreux. Et je pense que oui, résigné et résilient, c'est deux mots qui vont bien. Et est-ce que ça les rend plus aptes à affronter alors, je l'avoue, je n'ai pas regardé ce qui se passait au Japon depuis quelques temps, là. Mais du coup, est-ce que ça Ce les qui s'y rend, à ton passe. avis, plus aptes à affronter la quarantaine? Ouais. Ah bah complètement, complètement. Je veux pas lancer des fleurs et faire des comparaisons foireuses, mais très sincèrement, effectivement, là, les Japonais, bon, il n'y a pas encore il y aura peut-être un confinement obligatoire d'ici quelques temps. Le gouvernement a demandé aux Japonais de rester chez eux. C'était pas obligatoire, mais c'est demandé. Donc les Japonais s'y plient.
Et donc, ils ont un D'accord. confinement non officiel et ils le respectent. Il y a effectivement le fait de se plier à pas mal de choses. Bah, de toute façon, c'est évident que dans les pays asiatiques, c'est quelque chose. Comment dire, la pandémie va être mieux gérée puisque de base, je dis les Japonais, mais c'est valable chez beaucoup de peuples d'Extrême-Orient. Il y a les Chinois, les Sud-Coréens, par exemple. Quand ils sont malades, ils mettent un masque automatiquement. Ils n'attendent pas qu'il y ait une pandémie pour mettre des masques. Dès qu'ils sont malades, ils mettent un masque. Ouais. D'accord, c'est vrai, on a ces images de Japonais avec des masques, ça C'est date tout pas le temps. d'aujourd'hui, effectivement. Et c'est pas pour eux, c'est pas pour se protéger eux, c'est pour protéger les autres. D'accord. La Écoute, merci Garde politesse. Noir. Alors, pardon. Je veux dire que la politesse veut qu'on ne contamine pas son voisin. Mais c'est tout. Bah écoute, Ouais. merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Pas de problème. Alors, je me suis un peu étendu sur les questions parce que ça m'intéressait de faire ce parallèle avec ce que nous vivons nous en Europe. Et du coup, je suis désolé, Marianne et Saminèche, je ne vous ai pas encore interrogé, mais votre tour viendra. Alors, Marianne, est-ce que ta connexion est bonne? Tu m'entends? Oui, bonsoir colonel, j'espère qu'elle est bonne. Ça devrait bien se passer. Alors, tu es chercheuse en sciences de la donnée, c'est cela? Oui, on peut dire ça, oui. Bon, on va rester vague. Et alors toi, alors à ma demande, mais je savais que c'était ta spécialité, comme en ce moment nous vivons surtout en cette période de quarantaine, nous vivons au milieu de la statistique, puisqu'on nous livre des chiffres tous les jours. Alors bon, je pense que tu voulais nous parler de généralité quant à l'outil statistique, hein, c'est ça? Oui, mais je vais essayer de l'illustrer par un exemple pour que ce soit un peu plus parlant pour les auditeurs. Ah bah c'est très bien. Eh bien, nous t'écoutons, Marianne. Très bien, donc comme il se doit, je commence par définir les termes. Dans un premier sens, la statistique, on dit aussi les statistiques, c'est une discipline qui est à la fois une science et une technique, comme l'informatique au passage. Et dans un deuxième sens, si je parle d'une statistique ou de statistiques au pluriel, je parle de l'application d'une méthode statistique sur un jeu de données en particulier. Dans cette chronique, je n'évoquerai que les jeux de données qui sont des ensembles de nombres, mais de manière plus générale, un jeu de données pourrait aussi contenir des mots du dictionnaire, des codes postaux ou toute autre information qualitative. Donc, ce que j'ai entendu dans ta question, dans la question de Castellan, parce que c'est Castellan qui me l'a relayé, en tout cas, c'est une crainte, la crainte bien légitime de se faire enfumer par des statistiques assénées par des communicants. Ici, j'utilise donc statistique dans le deuxième sens. Crainte légitime, disais-je, puisque pas plus tard que ce lundi de Pâques, le 13 avril 2020, sur France Info, nous en avons eu un bel exemple d'enfumage. Écoutons Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne s'en tire mieux. Regardez les infirmières, par exemple, dans les hôpitaux publics allemands. Elles sont payées 20% de plus que nos infirmières. Pourquoi? Mais elles ne font pas 35 heures, elles font 40 heures. Vous noterez déjà que de 35 à 40, on a une augmentation de 14 et quelques pourcents. L'enfumage est grossier. D'après ce personnage, les infirmières qui travaillent dans les hôpitaux publics français gagnent Y. Que vaut la quantité Y? Qu'est-ce que l'on considère exactement et qu'est-ce que l'on calcule? Cela n'a absolument rien de trivial, mais nous y reviendrons. Et les infirmières qui travaillent dans les hôpitaux publics allemands gagnent 20% de plus, donc ce serait 1,2 fois Y. Monsieur Retailleau nous explique illico, il demande pourquoi et donne tout de suite la réponse, enfin sa réponse, que c'est parce que les secondes travaillent 40 heures, tandis que les premières seulement 35. Même si M. Retailleau ne l'a pas précisé, Y ne peut être qu'une statistique. Je vous renvoie encore au deuxième sens. Admettons que là où les valeurs de Y représentent bien, entre guillemets, la distribution statistique des salaires des infirmières, car toutes les infirmières n'ont pas exactement le même salaire, selon sans doute qu'elles ont plus ou moins d'ancienneté et selon peut-être qu'elles travaillent plus ou moins d'heures. Je ne connais pas ces données, donc je ne sais pas du tout quelle est l'allure, quel est le profil de la distribution de ces salaires. A-t-on beaucoup d'infirmières en bas de la grille indiciaire, donc a priori en queue de distribution, à gauche, si l'on trace un histogramme?
A-t-on au contraire une grosse masse centrale ou encore 2 blocs principaux, 2 clusters? Je ne sais pas. Il est d'usage de considérer la valeur médiane, car elle coupe en deux la population. Si c'est ce que M. Retailleau a considéré implicitement comme valeur de Y, pourquoi pas? Mais dans le cas d'une hypothétique distribution à 2 clusters, par exemple, essentiellement 2 groupes, disons, de taille similaire et un trou au milieu, je ne dis pas que c'est le cas pour le salaire des infirmières, je n'en sais rien. Je veux simplement montrer qu'il y a quelque chose derrière les statistiques, qu'elles ne peuvent pas s'imposer hors sol, sans contexte, à la manière d'arguments irréfutables. Il n'y a pas de point de vue neutre, y compris de point de vue statistique neutre. Je disais donc, dans le cas d'une distribution à 2 clusters de part et d'autre du salaire médian, ce salaire médian serait assez virtuel puisque presque personne ne le toucherait. La réalité serait mieux représentée à la rigueur par les 2 valeurs centrales des 2 clusters respectifs. En statistique, premier sens cette fois, on s'intéressera typiquement à modéliser les distributions statistiques par des lois de probabilité, cela je le précise juste pour votre gouverne. Considérons enfin X, le temps de travail hebdomadaire, puisque notre apprenti statisticien M. Retailleau le considère comme la variable explicative de la variable expliquée Y, le salaire. Il semble que nous disposions de la formule magique plus 14% de X environ donne plus 20% de Y. Bon. Et 17,2% de temps de travail en plus, quelle augmentation de salaire cela nous donnerait-il, s'il vous plaît? Pas sûr que le problème soit bien posé. Or, avec sa si prompte et laconique interprétation, M. Retailleau nous laisse entendre que la relation entre X et Y est évidente, qu'elle tombe sous le sens. D'ailleurs, il semble utiliser dans sa méthodologie le ceteris paribus sic stantibus, en français, toute chose étant égale par ailleurs. Or, ce cadre me paraît entretenir assez peu de rapport avec la réalité, ne serait-ce que parce que, jusqu'à nouvel ordre, la France n'est pas l'Allemagne. Voilà, donc soyons attentifs quand certains, au lieu d'assumer l'idéologie qui sous-tend leur position ou tout simplement assumer leur subjectivité, brandissent des statistiques dans l'intention de faire passer leurs propos pour neutres et objectifs. Merci Marianne. Alors, c'est extrêmement éclairant. C'est-à-dire que tu es en train de nous dire que finalement la statistique est un outil politicien pour certains. Oui, alors déjà, il y a quelque chose de plus général, c'est-à-dire que l'approche scientifique, de manière générale, elle n'est pas neutre. Quand bien même elle serait rigoureuse, justifiée, justifiable, etc., il y a forcément un point de départ, un point de vue. Donc avant même de parler d'analyse truquée ou d'analyse mal faite, on peut déjà se rendre compte que le choix d'un sujet, le point de départ, la question qu'on se pose, elle n'est pas neutre, elle désigne un point d'intérêt ou un angle de vue. D'accord. Alors, ça a coupé sur la fin de ta phrase, Marianne, je suis désolé. Je pense que l'essentiel y était parce que j'ai dit 2 fois un peu la même chose. J'ai dit que le point de départ d'une analyse, par exemple, regardons le salaire des infirmières, rien que ça, ce n'est pas neutre, parce qu'on pourrait Oui. regarder le salaire de toute autre profession ou on pourrait aussi regarder d'autres quantités. D'accord. Est-ce que Garde Noire ou Saminèche, vous auriez des questions avant que je ne monopolise celle-ci? Non, tu peux y aller. Bah oui, les statistiques, c'est pas vraiment mon domaine, donc j'ai pas vraiment de questions sur le sujet. D'accord. Très bien. Alors, moi j'ai des questions. Tu nous as parlé là d'une intervention qui a été faite par un homme politique. Mais alors, qu'en est-il est-ce que mon raisonnement est juste? Qu'en est-il de la cote de popularité de Monsieur Macron? Parce que j'ai vu passer cette fameuse annonce, ils étaient a priori très très contents d'eux pour nous dire que le leader suprême, cet infâme occupant, gagnait en popularité. Et puis j'ai regardé d'où venait ce fameux chiffre, et apparemment ils ont interrogé 900 personnes. Alors est-ce que toi, d'un point de vue scientifique, c'est représentatif, une cote de popularité sur 900 personnes qui est mis comme ça là, voilà, il y a une augmentation. Pourquoi font-ils cela?
D'un point de vue Alors, scientifique, c'est pas très scientifique. ça dépendrait du domaine, mais moi, j'étais plutôt habituée aux particules, donc pas à des êtres humains, à des êtres un peu plus simples. Quand je faisais de la physique Ouais. statistique, typiquement, on avait besoin, on disait 1000 ou 10 000. Donc l'ordre de grandeur, ça serait donc 10 puissance 3, 10 puissance 4, à partir duquel on Ouais. se permet de dire quelque chose. On considère que c'est un nombre grand, entre guillemets. Mhm. Maintenant, j'ai l'impression que pour la population française, on veut surtout refléter un profil, c'est-à-dire qu'on veut peut-être des personnes d'âge différents, de localités géographiques différentes, de catégories sociales différentes. Donc après, ça c'est découpé selon un petit camembert multidimensionnel Ouais, défini ouais. par l'INSEE. Et puis là aussi, il faudrait aller voir dans le détail, mais je pense qu'aussi, une grande chose, c'est l'humilité. Enfin, même Arsène en parlait plus tôt dans cette émission. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire ou se sentir paralysé parce que la rigueur absolue n'est pas possible ou que la subjectivité ne peut jamais être évacuée. C'est pour ça que j'invitais plutôt à assumer cette subjectivité et à avoir un peu d'humilité. Mais donc, faut pas se laisser il ne faut pas s'en laisser imposer par des gens qui, eux, prétendraient détenir l'objectivité et faire tout parfaitement. Après, Mhm. je suis pas spécialiste des sondages de popularité, c'est tout un domaine de recherche, ce qui concerne les questionnaires et les sondages, donc souvent en Ouais. marketing, mais ça rejoindrait aussi même les questions d'évaluation, de mesures éducatives ou psychologiques, psychométriques. J'ai un peu touché à ce domaine, mais après, chaque sous-domaine, évidemment, peut avoir ses études, ses spécificités. Il y a D'accord. déjà une grande différence qui souvent n'est pas mentionnée dans les résultats communiqués, c'est est-ce que les réponses sont suggérées ou spontanées. Donc par exemple, rien que Ah, la variante entre selon quels sont vos hommes politiques préférés, là les gens vont répondre quelque chose. Par contre, quand on vous dit voilà une liste d'hommes politiques et classez-les selon votre préférence, en fait c'est déjà pas pareil. Or, quand on va nous dire l'homme politique préféré des Français c'est un tel, eh ben, on ne va pas toujours nous spécifier si c'était suggéré ou spontané dans la méthodologie. d'accord. Et alors, est-ce que nous vivons une époque de science, hein, De on a essayé de scientisme, c'est remplacer. plutôt ça le problème selon Oui, moi. oui. Ah, c'est le mot que je voulais te faire dire. Je te remercie. Voilà, Mais c'est alors, du fait. coup, est-ce que alors, à ce moment-là, parce que là, par exemple, on se sert de ce scientisme comme d'un argument d'autorité. Euh, N'y a-t-il pas un Exactement, donc danger là? c'est un peu ce que je dénonce parce que le scientisme est une idéologie comme une autre. Mhm. Oui, Tu as donc coupé. Une idéologie j'ai beau comme une être autre, tu disais. scientifique, voilà, personnellement je suis scientifique, mais je ne suis pas scientiste. Ouais. Donc en tant que scientifique, voilà, j'essaye de faire mon métier du mieux possible, humblement comme chacun un peu dans son domaine. Mais ça ne veut pas dire que... Alors mon point de vue pourra être plus éclairé sur certaines choses, ou alors je pourrais avoir des capacités justement d'aller décortiquer ce qui se cache derrière quelque chose, tout comme un détective aurait des capacités supérieures à quelqu'un de lambda dans un certain domaine. Mais Ouais. ça ne doit pas... c'est une illusion, selon moi, de penser que parce qu'on a des chiffres, enfin, on n'est pas automatiquement mieux armé, parce que ça reste un outil. D'ailleurs, c'était ça, je pense, ta question initiale et transmise par Ouais. Castellan, c'était l'outil statistique. Ma première réaction, ça a été de dire, bon, il y a pléthore d'outils statistiques, donc on ne peut pas vraiment dire ça au singulier, mais c'est quand même juste dans la mesure où on se rappelle que c'est un outil, donc un outil est au service de quelque chose, éventuellement d'une vision politique. Mais c'est vrai que c'est aussi une science, donc ça serait plus pour le côté technique, hein, comme j'ai parlé au début, comme j'ai évoqué au début de ma chronique, ça serait dans le premier Oui. sens, on a à la fois une discipline qui est une technique, mais aussi une science, et une science, bah, pour moi, c'est l'humilité de dire il y a des problématiques ouvertes, des champs d'exploration en train d'être menés et à mener encore, et donc il faut rester très, très humble par rapport à ça, selon moi. Ouais. Et alors, tu sais, cette éternelle question euh, entre la science et la religion. Alors, nous sommes croyants. Oui, Je ne pense pas,
je ne pense pas que je te perce à jour. Nous le savons, toi et moi. Bah, chez moi, c'est assez récent, Euh, cela dit, donc c'est intéressant, mais oui, oui. ah bah alors justement, comment arrive-t-on à concilier cette alors je parle pas du scientisme là pour le coup, vraiment la science parce que j'avais un peu par le passé dans une de mes anciennes vidéos, j'avais un peu abordé ce truc-là. Alors euh, le fait que énormément de scientifiques, notamment ceux qu'on appelle les scientifiques des Lumières, de l'encyclopédie, etc., étaient croyants. Alors déjà, Oui. deux questions. Est-ce que le scientifique moderne est croyant et comment le vit-il s'il l'est et comment le vit-il s'il ne l'est pas, si tu vois ce que je veux dire. Oui, alors peut-être je me suis un peu protégée justement parce que finalement j'ai quitté on va dire la voie classique de la recherche scientifique parce que après ma thèse j'ai fait un postdoc très très court. Ensuite je suis allée dans le privé et j'ai fait ma carrière dans les startups pendant quelques années. Et bon, comme c'est un peu, on va dire, il y a une certaine vacuité à être toujours dans le court terme. La rigueur et le Mhm. long terme de la recherche scientifique m'a manqué et j'y suis revenue à ma façon, mais donc de façon indépendante. Donc, bon, je suis encore, enfin, j'ai toujours des amis très très proches qui sont dans ce milieu, donc j'ai un écho, mais on va dire il y a un filtre, parce que c'est vrai que je D'accord. pense par exemple que socialement ou au niveau de la vie quotidienne au travail, par exemple le midi quand on va manger avec les collègues, j'ai l'impression malheureusement qu'en tout cas en Occident, en gros, ce n'est pas très confortable d'être croyant quand on est dans un milieu professionnel de recherche scientifique. Voilà, ce qui est assez aberrant, alors que plein de nos grands prédécesseurs géants voilà, Galilée par exemple, Ah bah étaient oui. de grands croyants, Oui. et même les anciens, enfin, c'est-à-dire que enfin, on va dire donc avant le christianisme, mais bon, je fais partie des gens, je pense, comme d'autres là, qui voient déjà des prémices du christianisme chez Aristote, etc. Euh, Oui. Clairement, tous ces sages ne niaient pas voilà, l'existence de forces supérieures. Donc, on va dire, je m'épargne, on va peut-être la difficulté de la friction sociale de confronter ma foi, mais c'est un peu au-delà, parce que, enfin, justement, j'assume totalement que, justement, pas uniquement la foi et la spiritualité intime, mais aussi l'aspect social et, on va dire, extérieur. Pour parler comme Garde Noire, il y a l'intérieur et l'extérieur. Donc l'extérieur, donc la religion, c'est aussi quelque chose qu'on vit dans... Enfin, malheureusement, dans le confinement, on ne peut pas le vivre, mais bon, normalement, quand on va à la messe, on est dans l'assemblée des fidèles et ça se voit. Et on n'est pas obligé de porter une grosse croix sur sa poitrine, mais disons que je ne m'en cacherai pas non plus. Oui. Euh, D'accord. bon, moi, je ne me pose pas cette question de concilier, en fait, parce que c'est plutôt des choses qui sont venues à moi. Bon, déjà, après, chacun son origine. Moi, j'ai grandi, que ce soit la famille, l'école, dans un milieu plutôt laïcard. Donc, bon, bah, c'est juste que voilà, je ne suis pas née dans la religion. Mais après, j'ai toujours D'accord. été à la recherche de la vérité. Donc, je pense que c'est ça qui nous rapproche, en fait. Et je le vois chez d'autres amis ou collègues. Je pense que quand il y a une sincérité dans la recherche de la vérité, ben, il n'y a absolument pas d'incompatibilité entre la science et la religion. Très bien. Alors, je te remercie beaucoup, Marianne. Je vais devoir, avec regret, mettre fin à cette discussion, mais je pense que nous t'interrogerons peut-être plus longuement, si tu le veux bien, sur ce sujet, parce que je pense que ça peut intéresser certains d'entre nous, Ben, de c'est moi qui cette te façon de remercie. pouvoir, pas de problème, Marianne, avec plaisir. Eh bien, Salminèche, es-tu prête? La Savoisienne? Oui, absolument. Oui, Euh, absolument. Ah. Alors, tu vas nous parler de quelque chose qui est absolument joyeux. Tout à fait. L'art macabre, c'est ça? C'est ça. L'art macabre, à peu près, je vais commencer à partir du XIIIe siècle jusqu'à nos jours. C'est déjà beaucoup D'accord. en 5 minutes de chronique. Oui, c'est pas mal, oui, effectivement. On pourra la scinder en deux, hein, si tu le souhaites. On verra. Si tu trouves que c'est trop long, tu n'hésiteras pas à m'arrêter, mais on verra. Non, je pense que Non, ça non. devrait le faire. Avant que tu commences, Saminèche, Oui. pourquoi l'art macabre en cette période? Eh ben, parce que je pense que c'est actuel. En fait, justement, c'est un mouvement qui est apparu
particulièrement à partir du 14e. On a des traces avant, mais ça se concrétise à ce moment-là. Et c'est un thème en fait qui revient fréquemment dès qu'il y a des crises sanitaires, dès qu'il y a des famines, des pandémies, des guerres. Euh, D'accord. donc je pense que c'est toujours intéressant d'en parler, surtout dans une période comme la nôtre, comme celle qu'on vit. Ça nous aide à transcender alors. C'est ça. Je reviendrai dessus un petit peu à la fin sur justement Eh l'intérêt bien, de ce thème. Donc voilà. allons-y Saminège, transcendons, nous t'écoutons. Alors bah déjà, on va commencer à faire un petit peu d'étymologie, parce qu'il va falloir définir ce que veut dire macabre. Qui, finalement, c'était un mot qui est apparu finalement assez récemment dans le français. Euh, Quand on y réfléchit, enfin récemment, tout est relatif, mais c'est un mot qu'on a rapporté des croisades, euh, qui vient du coup d'Orient, particulièrement de l'hébreu, même si on en trouve des traces en langue arabe, mais qui semblent venir de l'hébreu. Alors ça vient de Maccabée, qui signifie la chair quitte l'os. Donc déjà, ça donne un petit peu le thème. Alors, donc pourquoi le macabre et ce thème de la chair qui quitte l'os est arrivé dans les sociétés européennes? Alors il faut comprendre qu'on a une rupture entre le XIIIe et le XIVe siècle d'un point de vue artistique, mais pas que en fait. Tout ça c'est assez lié. Donc en général on s'imagine que la danse macabre et tous les thèmes macabres qui touchent le Moyen-Âge à cette époque peuvent venir de la guerre de 100 ans ou de la peste. Je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans, mais pas que en fait. Il y a aussi une part euh, beaucoup plus théologique que ça, d'une certaine manière. Puisqu'en fait, on a les franciscains et les dominicains qui se mettent à prêcher à cette époque-là, et la vision que le christianisme a de lui-même change, en fait. Euh, on passe d'une vision glorieuse des enseignements du Christ à une vision beaucoup plus dans le pathos, en fait, où on commence à représenter particulièrement les souffrances du Christ. Euh, donc c'est vraiment cette vision du Christ sur la croix en souffrance qui prend le dessus, ce qui n'était pas vraiment le cas auparavant. Euh, donc on reviendra un petit peu sur l'influence des dominicains et des franciscains dans la troisième partie de ma présentation. On va commencer tout de suite en comparant au XIIIe siècle, par exemple, sur les tombeaux. On a tendance à dépeindre les gens dans la fleur de l'âge, avec les mains jointes, acceptant la mort de manière volontaire, presque avec envie. Et dès l'an 1400-1402 à peu près, pendant cette période-là, tout change du tout au tout. Là, sur les tombeaux, c'est fini la mort glorieuse. On commence à peindre ou à sculpter des squelettes, des scènes beaucoup plus morbides. On a par exemple le tombeau à Avignon du cardinal Lagrange, sur laquelle on voit un cadavre qui dit: Malheureux, quelle raison as-tu d'être orgueilleux? Tu n'es que cendre, et tu seras bientôt comme moi, un cadavre fétide, pâture des vers. Donc là, on commence un petit peu à comprendre aussi ce qui change. On peut supposer, parce que ça se retrouve beaucoup, en fait, la mort commence à être menaçante, en fait. On a particulièrement le dit des trois vifs et des trois morts, qui est une légende médiévale, qui commence à être beaucoup représentée. Donc en fait, le contexte de cette légende, c'est trois jeunes hommes de bonne famille, en général un duc, un comte et le fils d'un roi, qui rencontrent trois cadavres qui les menacent. Et donc à partir de là, en fait, on a la mort qui représente une menace pour les puissants et qui les pousse en fait à faire acte de contrition, à renoncer à pécher et à se tourner vers des actions charitables en fait. Donc le dit des trois vifs et des trois morts est un rappel constant que les puissants doivent prendre soin des plus faibles euh, pour que la mort ne soit pas justement quelque chose d'horrible et qu'ils aient leur accès au paradis. Donc le dit des trois vifs et des trois morts, c'est vraiment un thème qui est lié à la danse macabre. Certains diront qu'il en est le précurseur, d'autres diront que c'est des thèmes différents. Parce qu'il y a quand même une différence entre les deux, c'est que le dit des trois vifs, la mort n'est qu'une menace. Dans la danse macabre, les glas ont sonné et la mort est passée. Elle n'est pas là juste pour menacer. Euh,
Alors, la danse macabre, déjà, il y a le contexte, enfin, on pourrait parler un peu de l'histoire de tout ça. Elle apparaît dans des poèmes. Elle semble avoir une origine soit du sud de l'Italie, soit française. Même si c'est un genre qui va toucher toute l'Europe, on peut aussi dire qu'en France, c'est là où il sera le plus représenté, où ses représentations seront enfin, seront les plus célèbres. Euh, on repart sur les franciscains et les dominicains, qui du coup, en fait, commencent à prêcher d'une manière un petit peu différente. Dans les églises, on commence à mettre en place ce qu'on appelle des drames. Donc en fait, on ouvre, on fait un petit peu du théâtre dans les églises. Donc on a en général une scène d'ouverture avec Adam et Ève et le péché originel qui est représenté. Et à la suite de ça, on a une danse macabre où en fait on a plusieurs personnages qui sont mis en scène. Et un par un, ils se font emmener par la mort et ils quittent la scène, jusqu'à qu'il n'en reste aucun. Donc à partir de cette représentation théâtrale, on a fini par faire des fresques, des peintures. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que cet art a commencé et c'est comme ça qu'il s'est diffusé un petit peu dans toute l'Europe. Donc via les prêches. Après, il est passé beaucoup plus du domaine laïque et on retrouve des danses macabres qui se font sur les marchés, sur les foires et ce genre de choses. Alors, on peut parler aussi de la symbolique de la danse macabre, puisqu'en fait, en général, la mort est représentée comme dansante auprès des vivants ou jouant d'instruments. Donc, ce côté symbolique, on le retrouve un petit peu partout. Par exemple, on a la banshee enfin, dans la tradition irlandaise, qui est une jeune femme qui chante et qui emmène les hommes vers la mort. On peut parler des sirènes qui attirent les marins vers le naufrage. On a des tas de représentations du coup symboliques effectivement d'une mort qui serait comparable à la musique. Ce côté enchanteresse en fait est inéluctable, on ne peut y échapper. Euh, Après, alors au niveau de la danse macabre, en général, on a la mort qui danse, mais les vivants, eux, ne dansent pas. Ils supplient, ils sont malheureux de devoir partir. Euh, alors, on a deux styles qui diffèrent un petit peu en fonction des pays d'Europe, là. On a la France, qui est un peu à l'opposé des autres pays. Dans les autres pays, la danse macabre emmène tout le monde un petit peu de manière non distincte. Alors qu'en France, on a fait le choix et c'est probablement lié au dit des trois vifs et des trois morts, on a un ordre en fait qui est mis en place. Donc on commence en général par le pape, euh, suivi de l'empereur, etc. Et en fait, on baisse en classe sociale et on a toujours un membre du clergé, suivi d'un laïc, suivi d'un membre du clergé, suivi d'un laïc. Donc c'est assez intéressant. Je pense que de nouveau, c'est pour montrer que tout le monde est égal vis-à-vis de la mort en fait. Ça peut toucher les plus puissants comme les plus faibles. Ça peut toucher le pauvre, le riche, l'enfant, le vieillard. Euh, donc tout ça est représenté. Ensuite, il y a un autre aspect symbolique. La mort dans les danses macabres est représentée par des cadavres. On suppose, et c'est la thèse que défendent plusieurs chercheurs en histoire de l'art, que ça serait une manière de représenter le défunt de manière anticipée, en fait, comme un effet miroir, ce qu'il va devenir, en fait, qui l'emmène. Euh, du coup, alors aujourd'hui, on voit bien que la danse macabre a continué dans le temps, hein. C'est un thème qui a des périodes où il est un petit peu délaissé, des périodes où ça revient. On a par exemple Charles Baudelaire qui a écrit une danse macabre. On a le, le- le poème symphonique de Camille de Saint-Saëns, la danse macabre aussi. On trouve même dans des œuvres contemporaines des choses qui peuvent y ressembler. Par exemple, on peut citer Les Noces funèbres de Tim Burton qui, je pense, reprennent un petit peu les codes de la danse macabre, bien que ce soit tout de même un petit peu différent. Alors, moi, je me suis par exemple livré à l'exercice cette semaine de faire une danse macabre de mon côté, en vidéo, parce que du coup, en travaillant dessus, j'ai eu envie d'essayer. J'ai trouvé que c'était un exercice assez intéressant, donc je pense que s'il y a des artistes parmi vous, que ce soit des compositeurs, des dessinateurs, des écrivains, d'essayer de vous amuser en fait à en faire une, parce que
Bon, alors, je sais, c'est un petit peu glauque, mais c'est vrai que dans une période où on nous parle de mort constamment, je trouve assez intéressant de dompter la mort, en fait, par l'art, d'essayer de la symboliser, de s'en servir pour expier certaines émotions. Donc, je vous invite volontiers à vous essayer à la création d'une danse macabre. Merci, Saminèche. C'est... Alors, tu nous invites à faire une danse macabre. Alors, je ne sais pas si ça va être bien pris. Euh, j'ai envie de te dire, pourquoi? Alors en fait, moi, ce que j'ai trouvé assez sympa à faire, en fait, c'est qu'on peut vraiment représenter différentes choses. Par exemple, si on a l'impression qu'il y a des personnes qui ont une part de responsabilité dans les décès autour de nous, on peut être amené d'une certaine manière vu comme je dis, tout le monde est égal devant ça, à pouvoir les dépeindre se dirigeant vers leur mort. Donc il y a ce petit côté-là, mais là, c'est peut-être mon côté un peu vengeur Ah qui oui, dit ça. Je pense que quand complètement. on a perdu quelqu'un aussi, ça peut être quelque chose d'agréable en fait de le représenter un petit peu, enfin de faire une représentation de ça. Moi je sais qu'en tout cas personnellement, ça m'a fait du bien dans une période récente où j'ai perdu un proche, de D'accord. pouvoir représenter symboliquement la mort. Euh, mais il y a aussi ce côté où on reprend du contrôle en fait. C'est vrai qu'on vit un drame, on n'est pas responsable, on n'a rien demandé pour. Et finalement, en le dépeignant dans les arts, on se réapproprie le drame, et on le vit un petit peu différemment en fait. Alors, ça avait cette valeur-là dans la période du Moyen Âge, enfin de la période médiévale, pardon. Je pense que oui. Je pense qu'il y avait ce côté-là, il y avait quand même pas mal de morts, hein. C'est vrai que c'était une période de guerre quand c'est vraiment apparu. Ouais. Il y avait la peste. Euh, on a une Oui, tout à magnifique, fait. on a une magnifique chanson flamande justement qui parle de la danse, enfin de la mort qui a envie de venir danser avec les jeunes filles pendant les périodes de peste. C'est aussi une période aussi où on peut retrouver la foi en fait. La danse macabre amène à retrouver la foi en général. Euh, c'est quelque chose d'assez lié en fait. Mais alors, quelle est cette image derrière le fait que la mort danse? Moi, ça m'a toujours... Alors, j'adore Non, on adore que Dieu. Je, je suis totalement subjugué par Camille Saint-Saëns. Oui. Euh, je me le passe en boucle. Enfin bon, bref. Mais alors, Et bien tu sais, j'ai découvert qu'à l'époque, il avait été très très mal reçu en fait. Les gens avaient dit que c'était absolument horrible de représenter la mort jouant du violon au milieu des tombes de cette manière-là. Et vraiment, ouais. il avait été crié quoi. Et hué. Mais pourquoi la mort danse-t-elle? Pourquoi elle danse? Ça ne danse pas la mort. On peut avoir cette vision de ce nuage pestilentiel, tu sais, qui avance et qui tue. Mais pourquoi danse-t-elle? Alors, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut répondre, Garde Noire ou Marianne. Moi, je pense qu'il y a plusieurs explications. On peut prendre par exemple les feux follets au-dessus des tombeaux, qui Ouais, semblent être dansants. dansant, hein. Ouais, ouais. Il y a ce côté aussi où en fait elle t'invite à venir, hein, d'une certaine manière, c'est une invitation, la mort, on est obligé de l'accepter à un moment ou à un autre, mais d'une certaine manière on peut la refuser au moins fut un temps, mais elle finira quand même toujours par t'emmener danser auprès d'elle. Ouais, Euh, ouais, c'est vrai. je pense que la symbolique est vraiment très très riche. C'est vrai que j'ai parlé de la symbolique de la musique, mais pas de celle de la danse en particulier. Mhm. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, la danse, enfin, la mort danse avec les vivants depuis l'aube des temps, finalement. Elle n'a fait que ça. Elle revient toujours nous chercher constamment, à chaque instant. Elle vient Certes, choisir les gens qui viennent la rejoindre. j'ai cependant peut-être cette idée erronée que la danse est quelque chose de joyeux. Bah, c'est vrai que je parlais de la vision de la mort au XIIIe siècle. La mort n'était pas vue comme quelque chose de malheureux à l'époque, en fait. Ça vient avec le Ouais. gothique, ça vient avec tout cet aspect artistique, en fait, où là, on commence à craindre la mort. Mais avant, non, en fait. Mourir, surtout si on s'accomplissait auparavant, c'était plutôt une bonne chose, parce que si on avait eu une vie, on avait été bon, on avait été généreux, on avait fait de grandes actions, c'était rejoindre Dieu, finalement.
Oui, surtout Oui, en si je ce, puis en me ce dou- permettre, Ah bah avec enfin, plaisir, Marianne, je t'en prie. donc je trouve ça très intéressant que Saminech attire notre attention sur une version glorieuse de la mort qui est très éloignée de celle que nous vivons aujourd'hui. Et je connais un tout petit peu la danse. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, avant le confinement évidemment, j'ai vu à la Scala à Milan un ensemble de pièces qui rendait hommage notamment à Roland Petit. Et son chef-d'œuvre, c'est Le jeune homme et la mort. Donc pour le coup, c'est danse, 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 parce qu'évidemment, la mort est personnifiée par une jeune femme qui danse, et la pièce elle-même, l'œuvre elle-même, c'est de la danse. Et je ne pense pas, enfin, je n'avais jamais pensé au fait que la danse soit forcément joyeuse, mais c'est vrai que souvent on l'associe à la vie, parce que c'est le mouvement. Mais en même temps, c'est vrai que comme ce sont des successions de pas et que c'est un chemin, bah, on peut voir ça aussi comme un passage. Et là, je rejoins peut-être ce que disait Saminèche, qu'elle a déjà dit, mais il y a ce côté où tel un partenaire de danse, la mort nous tend la main et nous invite à franchir quelque chose, à faire un passage. Est-ce que certains d'entre vous ont- ont en tête des équivalents en fait euh, de danse macabre? Moi j'ai, par exemple, il y a, alors je sais pas si c'est de la danse macabre, hein, franchement, mais euh, dans une de ces pratiques un peu bizarres que l'on trouve au Mexique, là, avec la Santeria, Notre-Dame des Morts, etc. Il y a ces notions de danse, mais est-ce que c'est la même chose? Je ne sais pas. Est-ce que dans d'autres pays on a ça, là, la danse macabre? Alors, on pourrait pas l'appeler en tant que tel, je pense, mais on a effectivement des tas de représentations symboliques qui peuvent s'y apparenter. La danse macabre est vraiment un thème européen qui Ouais. démarre au Moyen Âge. Après, en effet, cet aspect, je pense, se retrouve dans quasiment beaucoup de cultures, comme finalement l'a dit un petit peu Garde Noir. Ouais, ouais, Lui a peut-être des absolument. exemples en Orient. Un exemple précis, Garde Noir, tu aurais? Non, précis, j'en ai pas. Je sais qu'il y a au Japon, il y a des rites Shinto qui sont en rapport avec la mort et que de toute façon, un peu en lien avec ce que je racontais tout à l'heure, la mort n'est pas vue comme une chose négative, mais plutôt comme un passage obligatoire. Et en ce sens, il y a tout un tas de rites. Bah après, avec la cohabitation avec la mort, je prends l'exemple des rites funéraires au Japon, qui sont bouddhistes, et pas shinto en général, puisque le shinto se concentre sur la vie, le bouddhisme se concentre plutôt sur la mort et sur le surnaturel, on va dire. Euh, il est très commun qu'après l'inhumation, pardon, après la crémation, Crémation? ouais, l'urne du mort soit déposée dans le sanctuaire familial qui est dans la maison pendant quelques semaines, je crois, je ne sais plus la durée exacte. Et souvent, les gens vont prier et font comme si la personne était encore avec eux pendant un certain temps. Et après cette période, l'urne est emmenée au cimetière et est inhumée. D'accord. Donc, Après, dans les rites chamaniques, malgré tout, quand les vivants essayent de communiquer avec les morts, il y a une danse qui est effectuée. D'ailleurs, chaman semble pouvoir signifier celui qui remue les membres postérieurs. ah, Donc il y a quand même cet aspect de danse malgré tout qui est présent aussi. d'accord. Alors moi, j'ai essayé d'y voir quelque chose lié à la danse qui, à mon sens, est plutôt quelque chose de joyeux, mais à ce moment-là, euh, si on voit cette espèce de déplacement en fait de cette image qui devient un peu plus glauque aux alentours du 15e, etc. Le 13e étant, le 12e, 13e étant des siècles plutôt lumineux, avec une vraie belle spiritualité, la danse était effectivement, la danse macabre était effectivement quelque chose qui allait vers un accomplissement, puisqu'on allait rejoindre notre Seigneur. Euh, mais du coup, là, avec cette histoire de chaman, est-ce ils ont pas forcément cette notion-là de danse? Garde Noire, les Japonais ne font pas une fête autour de l'urne, j'imagine. Ça, je sais vraiment pas, par contre. Je sais qu'il y a des fêtes en D'accord. honneur des morts, puisqu'il y a un culte des ancêtres comme en Chine. Il y a des danses. Il y a peut-être des danses, hein, c'est possible. Hein, c'est possible. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que c'est célébré.
D'accord, très bien. Eh bien, je vous remercie à tous pour vos interventions, Garde Noire, Marianne, Saminèche, Arsène et Fanny. La régie est en train de me dire qu'il est bientôt l'heure. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis sur Résistance Royaliste. Je vais répéter une fois de plus que nous attendons avec beaucoup d'envie vos questions, vos réflexions, vos remarques, vos suggestions. Et nous nous ferons un plaisir, les chroniqueurs et moi, de répondre à tout cela. Je vais vous rendre l'antenne. Je vous souhaite de rester absolument solide et déterminé en ces heures de quarantaine. Ne vous laissez pas abattre. Je vais réitérer un message que j'ai fait sur la dernière émission. Gardez à tout prix le lien avec tous ceux qui vous sont chers et en particulier à nos anciens qui sont souvent laissés comme ça à l'abandon. J'ai autour de moi des gens qui écrivent des lettres dans le cadre d'associations pour ces anciens-là, pour qu'ils aient un lien social. Alors voilà, ne laissez pas la République détruire, continuer son œuvre délétère. Combattons-la tant qu'on le peut, avec nos moyens. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée ou nuit pour ceux qui nous écoutent. Je vous dis vive la France, vive le roi et soyez royalistes.